Enquête. Christophe Andelatte. Une affaire criminelle aujourd'hui assez récente, puisque les faits datent de 2006 et le dernier procès remonte à 2011. Il s'agit de la disparition de Raphaël Lomoro à Volkling, en Moselle, près de Forbach. Et c'est une affaire à classer dans la catégorie des crimes passionnels, les plus intéressants sans doute parce que ce sont ceux qui nous parlent le plus, ceux qui nous ressemblent le plus. Est-ce que je serais capable de faire ça, moi, hein ? Je ne vous en dis pas plus. Pour le débrief tout à l'heure, je serai avec maître Dominique Rondu du barreau de Metz. Bonjour maître. Bonjour. Vous avez suivi toute l'instruction, vous avez défendu l'accusé aux 2 procès d'assises. Je vous dis à tout à l'heure, voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Au début, c'est une histoire exotique. L'histoire d'un homme, un Français, qui cultive de la vanille à Madagascar depuis 5 ans et qui disparaît. Tous les ans, normalement, il revient 1 ou 2 fois par an en France, où il a laissé femme et enfants. À Noël 2006, il ne rentre pas. Et là, on peut tout imaginer, hein. Madagascar, c'est un peu le Far West. Est-ce qu'il y a eu une embrouille là-bas? Un concurrent, peut-être. Ça marche bien, son affaire de vanille. Ou alors une femme. Une histoire de femme. Mais l'issue de cette histoire, vous verrez, est beaucoup moins exotique que prévu. Beaucoup moins. Cet homme, il s'appelle Raphaël Lomoro. Il est d'origine italienne et toute sa jeunesse, il a été mineur de fond dans les mines de charbon de Lorraine. Et puis c'est un métier usant. Dès qu'il a pu, il a pris sa retraite anticipée et il s'est lancé dans un projet fou. La production et la commercialisation de vanille à Madagascar. Sacrée aventure pour un mineur. Et il part tout seul. Il laisse en France, dans la maison familiale de Volkling, près de Forbach, sa femme Simone et leurs 6 enfants. Après 23 ans de vie commune, disons qu'il y a comme un peu d'usure dans le couple. Il est parti il y a 5 ans et ma foi, ça marche bien, son affaire de vanille. Il gagne dans les 5 000 € par mois, au soleil. C'est pas mal, c'est beaucoup plus que ce qu'il gagnait à la mine, c'est sûr. Et donc normalement, il rentre en France 2 fois par an pour voir les enfants, sa femme, la famille. Il a 12 frères et sœurs qui vivent pour la plupart en Lorraine. En principe, il rentre 1 fois à Noël et 1 fois l'été. Sauf qu'à Noël 2006, il ne vient pas. Dans les mois qui suivent, janvier, février, mars, avril, mai, juin, il ne donne aucune nouvelle. C'est l'une de ses sœurs dont il est très proche, Mariette, qui s'en étonne la première. Alors elle lui laisse des messages. 1, 2, 3. Dis donc, Rafa, t'exagères de jamais rappeler. Nous, on commence à s'inquiéter ici. Allez, donne-nous des nouvelles. Juste un petit coup de fil, quoi. Ça fait longtemps. On espère que ça va pour toi. On t'embrasse. Et quand arrive le mois de juin et que Raphaël n'a toujours pas donné de nouvelles, là, les Lomoro sont carrément inquiets. Et Mariette fait le tour des frères et sœurs, personne n'a de nouvelles. Elle appelle aussi sa belle-sœur, Simone. Allô ? Bonjour Simone. T'as des nouvelles de Raphaël ? Ben non, aucune. Pas de coup de fil, rien ? Ah non. Non mais tu sais Raphaël, il est comme ça, hein. Comme ça, non. Normalement, il vient à Noël. Il n'est pas venu. On l'appelle, il ne répond pas. On lui laisse des messages, il ne rappelle pas. C'est inquiétant. Et donc, à un moment, mi-juin, Mariette se rend à la gendarmerie de Forbach pour signaler la disparition de son frère. Écoutez, c'est vrai, il vient peu en France, mais on a toujours un petit coup de fil. Il n'est pas venu à Noël, il aurait dû appeler. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Madame, à ce stade, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ouvrir une enquête dans l'intérêt des familles. Mais je vais être clair avec vous, hein. Au bout de l'enquête, on pourra vous dire s'il est vivant. Mais s'il ne veut pas communiquer avec vous, s'il ne veut pas qu'on vous dise où il est, c'est son droit, c'est sa liberté. On ne pourra rien faire de plus. Je vous mets en garde. Déjà, si vous faites ça,
Ça nous enlèverait un poids. Le savoir en vie, c'est tout ce qui compte pour nous. Mais j'ai peur, vous savez, que ce soit plus grave. Les gendarmes ont du mérite. Parce que ça sera pas facile d'enquêter à Madagascar. Dès qu'on met les pieds hors de France, ça se complique. Normalement, les pays doivent s'entraider sur le plan judiciaire, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Il est probable que les Malgaches vont traîner des pieds. Ça va être long. Mais bon, les gendarmes commencent à se rencarder. Et ils commencent par l'ambassade de France à Madagascar. Au moins eux, ils ne sont pas censés traîner des pieds. Et là, ils apprennent que Raphaël Lomoro vit depuis 2002 dans une petite ville portuaire du sud-est de l'île, Tamatave. C'est là qu'il a installé son entreprise qui emploie une dizaine de personnes. Mais surtout, par les compagnies aériennes, il découvre que Raphaël est venu en France à Noël. Tiens, après vérification auprès de l'aéroport de Tananarive, il est monté dans un avion pour Paris le 14 décembre. Oui, monsieur. Et il atterrit à Roissy le 15, à 7h20. La police de l'air et des frontières a enregistré son passage, et la douane aussi. Il a débarqué avec un gros paquet de vanille. Les douaniers ont dû parlementer un peu. Donc, il est venu en France à Noël. Et dès qu'il est descendu de l'avion, il a passé des coups de fil. Ça, on le sait, grâce à son portable. Plusieurs coups de fil depuis l'aéroport de Roissy, juste avant 9h. Et après, plus rien. Plus rien. Son portable cesse d'émettre. Une certitude, il n'a pas pris l'avion du retour. Intéressant. Alors qui est-ce qu'il a appelé en posant le pied à Roissy? Eh bien, un de ses amis de Forbach. Les gendarmes vont le voir tout de suite. Il vous a dit quoi au téléphone? Vous pouvez nous donner le maximum de détails qui vous reviennent? Raphaël? Bon, il n'a pas parlé longtemps. Il m'a dit qu'il venait d'atterrir, qu'il passerait me voir à Forbach l'après-midi. C'est à peu près tout ce qu'il m'a dit, je crois. Et donc, il est venu vous voir l'après-midi? Ah non. Non, depuis ce coup de fil, pas une nouvelle. Au départ, je me suis dit qu'il avait un empêchement, qu'il viendrait plus tard. Mais il ne m'a pas rendu visite de toutes les vacances. Ni depuis, d'ailleurs. Bien. Et sa femme, alors, Simone, est-ce qu'il l'a prévenu qu'il arrivait le 15 décembre à Roissy? Ah ben oui. Et d'ailleurs, ce matin-là, on s'est levé tôt pour aller le chercher à Roissy. Vous dites « on ». Qui « on ». Ben, moi et ma fille Samantha. Elle a quel âge, votre Samantha? Elle a 17 ans. Et donc, vous l'avez retrouvée à Roissy. Ben, on a attendu. On s'est dit qu'il s'était fait coincer au contrôle. On a attendu, au moins 2 heures. Et ensuite? Ben, ensuite, on l'a vu arriver. Mais bon, 4 mois que je l'avais pas vu, il n'a pas été sympa. C'est-à-dire? Ben, je venais de me faire de l'orthodontie, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, alors tu t'es fait refaire la salle à manger? Vous voyez un peu l'ambiance, après 4 mois sans me voir. Donc ça s'est pas bien passé à l'arrivée à Roissy. Et après, alors? Ben on est parti en voiture. Qui conduisait? Ah ben moi. Samantha était à côté et lui derrière. Et donc vous avez pris tous les trois la route de Folkling. Ah ben non, pas vraiment, hein. Parce qu'avec cet accueil... J'aime autant vous dire qu'on s'est embrouillé. Nom d'oiseau et tout le tralala, quoi. Donc, dispute. Et là, Raphaël me demande de descendre de voiture. Elle dit qu'ils ont roulé 500 mètres, pas plus, et qu'elle l'a laissé, à Roissy. Où pensez-vous qu'il est allé ensuite? Ah ben, je pense clairement qu'il est reparti à Madagascar. Moi, j'ai plus de nouvelles. Et non. Ça, les gendarmes en sont certains, il n'est jamais rentré à Madagascar. Il n'a jamais repris l'avion, jamais. Alors à ce stade, il y a clairement 2 pistes. La première est séduisante. Raphaël Lomoro fait des jaloux à Madagascar à cause de son affaire de vanille florissante. Alors il se fait dessouder par la mafia malgache. Sauf que, pourquoi est-ce qu'il serait venu faire ça en France? Hein?
C'était tellement plus simple de le dézinguer sur place. Deuxième hypothèse, eh bien c'est qu'il s'est fait zigouiller par sa femme à sa descente d'avion. Et pour être honnête, c'est celle-là qui tient la corde à la gendarmerie de Forbach. Pour une raison très simple, les deux femmes, la mère et la fille, sont deux sacrées cocottes. Et ça, les gendarmes s'en aperçoivent assez vite. Vous savez comment on l'appelle, la jeune Samantha, dans son village ? La Paris Hilton de Forbach. Et pourquoi ? Parce que c'est une bimbo, toujours sapée comme une princesse, qui achète sans compter des chaussures, de la lingerie, tout ça avec le chéquier de papa. Et régulièrement, elle organise des fêtes où l'alcool coule à flot. Il semble que son père se soit plusieurs fois agacé de son train de vie, à ses frais. Quant à Simone, la mère, pourquoi est-ce qu'elle a résilié l'abonnement téléphonique de Raphaël depuis Noël ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est débarrassée de ses vêtements et de ses outils ? Pourquoi elle a donné la voiture de son mari à des amis ? Comment savait-elle qu'il ne reviendrait pas ? Rassurez-vous, pendant ce temps-là, elle a continué à percevoir sa retraite. Les gendarmes l'interrogent à nouveau. « Madame, vous vous comportez comme si votre mari n'allait pas revenir. Comment est-ce que vous expliquez ça ? » « Ah ben je vais vous le dire, pourquoi il ne va pas revenir. Je vais vous le dire. Il a refait sa vie. À Madagascar, il y a une femme, une jeune, elle a dans les 30 ans. Il a 2 enfants avec elle. Alors que voulez-vous, il nous a laissé tomber, moi et les 6 enfants. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. » Et de raconter que c'est Samantha qui a découvert le poteau rose. La dernière fois que son père est venu à Folkling, elle est allée fouiller sur son ordinateur portable. Et dans le dossier photo, elle a trouvé la photo d'une femme et de 2 enfants en bas âge. Voilà. La fille, bien sûr, l'a répété à sa mère. Et ça ouvre une autre piste. La piste de la maîtresse malgache. Il faut la retrouver, cette femme. Et les gendarmes la retrouvent. Et sur ce point, mère et fille n'ont pas menti. Raphaël avait bien refait sa vie à Madagascar. Sauf que la dame est sans nouvelles de lui depuis Noël. Il est parti en France, elle ne l'a jamais revu. Elle raconte que l'exploitation de vanille de Tanatav est à l'abandon, que les employés n'ont pas été payés et qu'ils sont tous partis. Donc Raphaël ne se planque pas chez sa maîtresse à Madagascar. Il a vraiment disparu en France, juste après son atterrissage à l'aéroport de Roissy. Je vous le redis, ce sont de sacrées cocottes. Je vous ai déjà parlé de Samantha, la Paris Hilton de Forbach, et de Simone qui s'est allègrement débarrassée des affaires de son mari disparu. Il n'y a pas que ça. En enquêtant à Folkling, les gendarmes découvrent assez vite un détail dont Simone a oublié de leur parler. Elle a un amant. Bien sûr qu'elle a un amant. Il s'appelle François. Elle vous l'a pas dit ? Eh ben non, elle ne l'a pas dit. Elle a joué les femmes indignées, elle a dénoncé la maîtresse de son mari, mais elle a omis de dire qu'elle aussi le faisait cocu. Ce qui était assez naïf de sa part parce que tout le monde est au courant. Tout le monde. Alors ce François, les gendarmes l'identifient assez vite. 59 ans, retraité. Normalement, il vit en région parisienne. Je dis normalement parce que depuis le mois de juillet 2006, il vit chez Simone. Enfin, chez Simone et Raphaël. Il y a installé ses affaires, il ne se cache pas. Et il se sent tellement chez lui qu'il est allé voir un architecte pour réaménager la maison de Simone. Il a des plans. Et si c'était lui qui avait effacé Raphaël de la planète Terre? Il est temps de placer tout ce petit monde en garde à vue. Le 13 novembre 2007, les gendarmes interpellent toute la Smala. Simone, ses 2 filles aînées, Samantha et Valérie, et François, l'amant. Et qui dit garde à vue, dit en général perquisition. Les gendarmes commencent par fouiller l'appartement de l'amant en région parisienne.
Le type possède toute une quincaillerie, un stock d'armes de collection impressionnant. Et si parmi ces armes se trouvait l'arme du crime? Supputation, parce que pour l'instant, on n'a pas de cadavre. Les armes sont envoyées au laboratoire. Les balisticiens les examinent sous toutes les coutures. Elles sont démilitarisées, toutes inutilisables, réduites à prendre la poussière accrochée à un mur pour la décoration. François est dans les clous, il n'a pas enfreint la loi. Alors maintenant, fouillons son garage et sa voiture. Dans le coffre, tiens, des bottes en caoutchouc, et des gants en latex, et une pelle pliante. Et pourquoi faire, diable? Dans la voiture elle-même, on fait pchit-pchit avec une bombe de Blue Star, et ça alors, il y a des traces de sang. Les gendarmes font des prélèvements. Crotte, les traces de sang sont inexploitables. Alors passons à l'interrogatoire de François. Bien. Pouvez-vous nous dire où vous étiez le 15 décembre 2006 ? Oui. Je peux tout à fait vous le dire. Le vendredi, je prends des cours de tibétain à Dauphine. Donc j'étais là-bas. Vous pointez dans ces cours ou est-ce que quelqu'un pourrait attester de votre présence ce jour-là ? Non, on pointe pas. C'est la fac. Mais les profs vous le diront, je rate pas un cours. Problème, le prof de tibétain est interrogé. Il est incapable de confirmer avec certitude la présence de François ce jour-là. Il assiste à ses cours, c'est vrai. Mais est-ce qu'il était là le 15 décembre 2006 ? Le prof ne le sait pas. Les gendarmes se font envoyer la fadette de François, le relevé de son téléphone portable, doublé de la localisation. Eh bien, il n'a pas menti. Le 15 décembre, il était à la fac de Dauphine, il assistait à son cours de tibétain. Passons maintenant dans le bureau d'à côté, où Valérie, la fille aînée de Raphaël et Simone, est en garde à vue, elle aussi. Mademoiselle, pour quelle raison est-ce que vous ne vous êtes pas inquiétée de la disparition de votre père ? Vous savez, on s'est jamais trop entendu avec mon père. J'ai été élevé par mes grands-parents, alors pourquoi voulez-vous que je me soucie de son absence ? Bien. Allons maintenant dans le bureau où est interrogée Samantha, qui intéresse bien les gendarmes, puisque le 15 décembre 2006, elle était avec sa mère à l'aéroport. Il n'y a pas grand-chose à en tirer de Samantha. Elle raconte à nouveau la dispute, le père qu'elles abandonnent au bord de la route à Roissy, et elle s'en tient là. Et Simone, alors ? Il faut d'abord que je vous raconte ce qu'on a trouvé chez elle, pendant la perquisition. Vous allez voir, c'est passionnant. On a trouvé au rez-de-chaussée la carte vitale et la carte d'identité de Raphaël. Qu'est-ce qu'elles font là ? On a aussi trouvé l'ordinateur portable de Raphaël. Qu'est-ce qu'il fait là ? Et surtout au sous-sol, on a trouvé des armes. Ce qui est tout à fait normal, Raphaël avait une licence de tir, il avait le droit de détenir des armes. Sauf qu'il en manque une. Il manque un revolver, un 357 Magnum. Simone est donc interrogée sur tout ça, la carte d'identité, la carte vitale, le revolver. Elle n'a rien à dire. Mais une garde à vue, c'est long. Nous voilà à la 36e heure. Vous n'avez pas beaucoup de réponses, madame. Et je ne vous ai pas encore demandé de justifier pourquoi, par exemple, vous aviez effectué 4 retraits d'argent à Forbach entre le 15 et le 27 décembre 2006. Vous ne le saviez pas ? Simone est épuisée. Et elle répond « Vous vous occuperez de mes enfants ?» Elle est mûre. Et la voilà qui reprend son récit de la matinée du 15 décembre. Elle est bien allée chercher son mari, à Roissy, avec sa fille. Et il a bien été odieux avec elle. Mais il n'est pas descendu de voiture. Ils ont pris la route de Forbach. Et puis à un moment,
Il était à l'arrière, il s'était endormi. J'ai roulé, je sais pas moi, 1 heure. Je me suis arrêté sans trop faire de bruit. Il dormait toujours. Puis j'ai attrapé le revolver que j'avais pris à la maison. Votre fille Samantha était là? Ouais. Ouais, je lui ai demandé de pas regarder, et puis je lui ai tiré une balle dans la tête. Comment se fait-il qu'on n'a pas retrouvé de sang dans votre voiture? Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Ça n'a pas beaucoup coulé, c'est Samantha qui a nettoyé, avec des mouchoirs en papier. Ça suffit. Après, Simone dit qu'elle lui a mis une couverture sur la tête, et que mère et fille, elles ont repris la route. Il leur restait 300 kilomètres, et pendant 300 kilomètres, elles ont roulé avec le cadavre de Raphaël à l'arrière. Le mari de l'une, le père de l'autre. Il en faut du sang-froid pour faire un truc pareil. 300 kilomètres. Elles arrivent à Folkling vers 15 heures. Elles mettent la voiture au garage et elles la ferment à clé. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'avais des cartes de vœux à faire pour le Nouvel An. Je m'y suis mis tout l'après-midi. Des cartes de bonne année, avec un cadavre dans le garage. Sacrée Simone! Et après, elle retourne à la voiture. Ça fait 6 heures que le cadavre est à l'arrière. La nuit est en train de tomber. Elle se met au volant et elle va, dit-elle, jusqu'au verger. Elle essaye de sortir le corps, il est trop lourd. Alors elle manœuvre, elle met la voiture dans le sens de la pente et elle arrive à le faire tomber dans l'herbe. Et ensuite, vous avez fait quoi du corps, madame? Bah, je me suis souvenu que Raphaël m'avait dit un jour qu'il aimerait être incinéré. Alors je l'ai brûlé. Comment? Elle dit qu'elle a mis 2 palettes de bois sur le cadavre, qui était allongé sur le dos, qu'elle a ajouté de vieux vêtements, elle a imbibé le tout de 5 litres d'essence et elle a mis le feu. Et elle a entretenu le brasier, dit-elle, pendant plusieurs jours. Elle raconte qu'ensuite, elle a ratissé les débris qui restaient, qu'elle les a jetés à la poubelle et qu'au printemps, elle a semé du gazon. Oh ben, il n'y a plus de traces, hein? Vous verrez, il n'y a plus de traces. Et l'arme? Le 357 Magnum, vous en avez fait quoi? Je l'ai détruit avec une masse. Puis j'ai foutu les morceaux à la poubelle. Simone vient d'avouer dans le détail le meurtre de son mari. Les gendarmes, bien sûr, vont sur place. Et c'est vrai qu'on ne voit plus rien. Ils trouvent tout de même un tout petit morceau de dent et de minuscules fragments d'os qui s'avéreront être des os d'animaux. Et là, il y a un doute. On aurait fait brûler un cadavre ici il y a moins d'1 an, et il n'y aurait aucune trace. La méthode est étonnante. Je me doute que vous n'avez jamais fait brûler de cadavre, et moi non plus. Mais je vous jure que si vous mettez des palettes en bois sur un cadavre, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il brûle. C'est un peu comme si, au barbecue, vous mettiez le charbon sur la brochette. Vaut mieux le mettre dessous. Donc, il y a un doute qui va demeurer jusqu'au bout de cette affaire. Où est le cadavre? L'a-t-elle vraiment fait brûler? Quoi qu'il en soit, Simone Lomoro Neglapa est mise en examen et écrouée. Et sa fille Samantha, qui avait 17 ans, est mise en examen pour modification de la scène de crime et envoyée en prison, elle aussi. La fille aînée Valérie est relâchée. Mais l'instruction se poursuit. Et au fil des interrogatoires, Simone se construit une défense qui va éclairer ce meurtre sous un jour nouveau. Elle dit que Raphaël était un tyran, qu'il la battait, qu'il la cognait, qu'il l'a brûlée avec sa cigarette. Et surtout, elle dit qu'il a violé sa fille aînée, Valérie. Elle l'a tuée parce qu'elle n'en pouvait plus de ses violences. Est-ce qu'on doit la croire? Ce sera à la cour d'assises de trancher. Si elle l'a tué de sang-froid et sans raison, elle prendra perpète. Si elle arrive à convaincre qu'il l'a batté, elle peut espérer moins, beaucoup moins. Les enfants, en tout cas, confirment que le père était violent. Et puis au moment de boucler le dossier d'instruction, il reste un doute
sur le rôle de Samantha. Est-ce que Simone, en vérité, ne couvre pas sa fille? On se pose la question parce qu'un jour, le juge présente plusieurs armes à Simone. Allez-y, prenez celle que vous avez utilisée. Elle ne désigne pas le 357 Magnum, elle désigne un Beretta. C'est troublant. Lors de la reconstitution qui a lieu le 25 novembre 2007, sur l'aire d'autoroute sur laquelle elle dit avoir tué son mari, on lui demande de prendre l'arme à la main. Allez-y, prenez-la. Elle ne sait pas la tenir. Et quand on lui demande de dire où elle se tenait quand elle a tiré, elle dit qu'elle a tiré entre les deux sièges avant. On pose la même question à Samantha. Elle dit qu'elle a vu sa mère tirer entre l'appui-tête et le montant de la portière conducteur. Voyons comment la cour d'assises va se dépatouiller avec tout ça. Et c'est donc en tant que témoin que Samantha assiste au procès de sa mère qui s'ouvre le 18 mai 2010 devant la cour d'assises de la Moselle. Les 12 frères et sœurs de Raphaël sont assis sur le banc des parties civiles. On ne leur a pas rendu de cadavre. Et donc ils attendent que Simone prenne cher, qu'elle prenne le max. Mais Simone, elle, s'accroche à sa ligne de défense. Elle a voulu débarrasser sa famille d'un prédateur violent. Il la battait, il battait les enfants, il a violé sa fille aînée, elle réclame des circonstances atténuantes. Alors on fait venir les enfants à la barre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que dit votre mère? Et d'une seule voix, les petits confirment. Ils confirment tous. Sauf l'aîné. Sauf Valérie. Sauf celle que le père est censé avoir violée. Il m'a pas violé. Il m'a pas violé. J'ai menti. Et là, Samantha se lève furieuse. Furieuse de voir sa sœur aînée se désolidariser. Et elle lui dit: on aurait dû t'inviter au barbecue de ton père. On aurait dû t'inviter? Pourquoi est-ce qu'elle dit on? Est-ce que Samantha ne vient pas de dire, sans le vouloir, qu'elle a eu un rôle beaucoup plus actif que ne le prétend sa mère et qu'elle ne le prétend elle-même dans l'assassinat de Raphaël? Le verdict tombe. Simone ne s'en sort pas mal. 17 ans de réclusion criminelle. Le verdict sera confirmé en appel. Quant à Samantha, elle est jugée devant le tribunal pour enfants de Sarreguemines et elle est condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour avoir modifié la scène de crime, aidé à transporter le cadavre et à le brûler. Il y a eu dans la foulée une tentative des frères et sœurs de Raphaël de faire rouvrir ce dossier pour incriminer l'amant, François. Mais la Cour de cassation a refusé. Et donc Simone est définitivement la seule et unique meurtrière de son mari. Et pour le débrief de cette histoire, je suis avec l'avocat de Simone Lemoreau-Glapa, maître Dominique Rondu du barreau de Metz. Votre cliente est sortie de prison à l'heure où on se parle. Oui, elle est sortie de prison, ça fait à peu près 3 ans. En Elle aura 2015, passé combien de temps? Elle y aura passé depuis 2007 jusqu'à 2015, ça fait 8 ans. 8 ans pour une condamnation à 17. Pour une condamnation à 17 ans, oui. Comportement, j'imagine, exemplaire en détention. Comportement exemplaire. Risque de récidive proche Non, de- aucun proche risque de proche du récidive. néant. Voilà, tout à fait. Non, c'est pour expliquer, parce que Oui, bien les sûr. gens entendent 17 ans, et puis au bout de 8 ans, elle est sortie. Non, tout à fait. Ouais. Puis il n'y avait pas de période de sûreté, donc la peine n'était pas, il n'y avait pas une échelle de peine obligatoire à faire. Donc c'était à voilà. l'appréciation de C'était à l'appréciation d'un tribunal de l'application des peines. d'application des peines. Alors le verdict, moi ça m'intéresse toujours, ces verdicts qui sont mi-chèvre, mi-chou. Elle encourait perpétuité puisqu'il s'agit d'un assassinat, d'un meurtre avec préméditation. Et 17 ans finalement, ça semble intégrer un peu, mais pas totalement, sa ligne de défense selon laquelle elle aurait été battue par un tyran. C'est comme ça que vous l'analysez, vous Oui, aussi? c'est comme ça. Il y a 2 choses, si vous voulez. Moi, j'avais essayé de faire tomber la préméditation.
je crois avoir quand même donné un doute auprès des jurés parce que... Elle prend le 357 Magnum quand même. Alors, le 357 Magnum, elle prend effectivement une arme. Mais est-ce que c'est le 357 Magnum ? Elle prétendra que les gendarmes, tout au début de la garde à vue, lui ont dit que c'était un 357 Magnum. À la fin de l'instruction, elle disait c'était un pistolet, on rechargeait par la crosse, donc ça peut pas être un revolver, c'est un pistolet, ça pouvait être un Beretta. En tout état de cause, elle a pris une arme avec elle, qu'elle a cachée sous le siège. C'est pas forcément vrai, parce qu'elle explique à un moment donné que si elle a pris cette arme, c'est parce qu'elle avait peur du tyran, faut dire les choses comme elles sont, pour se protéger et protéger sa fille aînée, avec qui le père désirait aller au domicile de la fille aînée, en disant écoute, je suis à Paris, j'irai chez Valérie. Et c'est là où elle dit je ne pouvais pas laisser faire ça, parce que je savais qu'il y avait quelque chose entre le père et Valérie. Et d'ailleurs, Valérie dira, dans le premier procès, que lorsque son père venait de temps en temps à Paris, il couchait au domicile de Valérie, était dans le même lit et lui faisait des caresses. Il lui avait dit d'ailleurs une réflexion, t'as un beau cul. Alors, il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu de viol. Mais il y avait quand même ces agressions sexuelles. Parlez-moi d'elle. Quel genre de femme est-elle ? Parce que ça, c'est la limite de l'exercice que je fais là. Je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée. Vous avez passé quelques années avec elle. Oui, c'est une femme intelligente, mais extrêmement discrète, introvertie. On va dire d'elle qu'elle avait sa personnalité dépendante, c'est-à-dire une sorte de soumission. Mais c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de doux, et qui avait alors une constante, quand je l'ai rencontrée à la maison d'arrêt, comme dans toute l'instruction, elle avait une vénération pour ses enfants. Elle voulait protéger ses enfants. Et je crois que s'il y a eu ces aveux qui ont été passés, c'est d'abord parce qu'elle voulait protéger ses enfants. Et c'est ce qu'elle a dit d'ailleurs aux gendarmes. Si vous me promettez que les enfants ne seront pas placés, alors je vais vous dire la vérité. Voilà. Elle est allée en prison et les enfants ont été placés ? Ils ont été placés, puis ensuite, après, ils sont allés au domicile, pour certains. Les plus grands sont restés à la maison pendant qu'elle était en prison ? Absolument. Et les plus petits ? Et les plus petits, alors, ont été placés, ils ont été aussi chez leurs grands-parents, et puis les grands-parents maternels, et puis ils sont allés aussi chez Samantha. Oui, qui, elle, était libre. N'est jamais retournée en prison après sa condamnation par la cour d'assises des mineurs. Alors, je voudrais qu'on évoque d'abord le premier point de doute. Cette histoire d'incendie du cadavre. On n'arrive pas à croire que le cadavre d'un homme ayant brûlé moins d'1 an avant dans un bout de pré au fond du jardin, on ne trouve rien. Pas un bout d'os. Humain, on trouve des os, mais ce sont des os d'animaux. Pas un morceau calciné du cadavre. Pas même la trace d'une brûlure. Rien. Ça vous trouble, ça aussi ? Oui, ça trouble, évidemment. Mais Simone a réponse à tout. Elle dit d'abord qu'elle a allumé le foyer avec de l'essence. Des voisins vont dire qu'il y a eu un feu, qu'il y avait une odeur nauséabonde, dira l'une des voisines. Et le problème qui va se poser, c'est que l'expert qui viendra devant la cour d'assises dira « c'est pas possible, ce feu a été entretenu. Il peut pas avoir été allumé une seule fois, mais sans avoir été entretenu. » Que les choses soient claires, avec 5 litres d'essence, puisqu'elle dit qu'elle a utilisé 5 litres d'essence, contrairement à ce que on peut voir dans les fictions, dans les séries, on ne fait pas brûler un cadavre avec 5 litres d'essence. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est tout à fait plus compliqué que ça. D'ailleurs, l'expert le dira au niveau de son interrogatoire à la cour d'assises, son audition, il dira qu'effectivement, il ne croit pas à cette version qui consisterait à dire « je n'ai pas alimenté le feu pendant 3 jours », je n'ai fait que mettre des palettes dessus. Des palettes, des vieux habits et l'essence. Voilà. Le fait de mettre les palettes dessus est rédhibitoire. On le sait tous parce qu'on fait des feux de cheminée à la maison. S'il n'y a pas de l'air en dessous du bois, le bois brûle pas. Voilà. Oui. Il faut une ventilation dans un feu. Oui, tout à fait. Mais l'expert n'est pas formel pour dire que ça n'a pas existé. Il reste quand même assez dubitatif et il dit c'est possible. Mais c'est peut-être pas possible, en tout cas, dans la relation qui est faite. Du coup, les parties civiles pensent que le cadavre n'a jamais brûlé là, qu'il est ailleurs, enterré quelque part, et que peut-être, si on avait accès à ce cadavre,
On verrait dans quelles conditions il a été tué, et peut-être que ça n'est pas exactement comme on nous l'a dit. Mais évidemment, votre rôle d'avocat de Simone vous interdit d'aller sur ce terrain, je le comprends tout à fait, je le respecte. Deuxième chose qui nous fait douter, c'est le récit contradictoire que la mère et la fille font du meurtre en lui-même. La mère dit qu'elle a tiré entre les 2 sièges avant. La fille dit que elle a vu sa mère tirer entre le montant de la porte conducteur et l'appui-tête conducteur. Ça aussi, ça fait douter du récit de Simone. Tout à fait. Mais avec cette différence, c'est que au cours de l'instruction, elle va revenir sur les premières déclarations en disant qu'elle avait été particulièrement choquée parce qu'elle avait pleuré lorsqu'elle a dû faire la reconstitution de l'acte criminel. Et là, elle se souvenait qu'elle avait tiré entre le siège et le montant de la portière. Donc elle s'est alignée sur la version de sa fille. Elle s'est alignée. Ouais. D'ailleurs, ça peut se comprendre. Quand on imagine bien la situation, on est positionné à place conducteur, on est droitier, parce que ça c'est la question que j'avais posée auprès du juge. Effectivement, Simone est droitière, et donc le réflexe c'est quand même de se retourner entre le siège et la portière pour presque à bout touchant mettre l'arme sur la tête de Raphaël Lemorot et de tirer. Voilà, c'est plutôt ça que l'autre partie du siège, parce que ça paraît plus compliqué. À moins aussi de se mettre à genoux sur le siège et conducteur et de tirer par-dessus l'appui-tête. Alors Simone ne sait pas reconnaître un 357 Magnum, elle ne sait pas reconnaître l'arme qu'elle a utilisée, qui est un revolver. Donc on le répète, un revolver, il y a un barillet, c'est l'arme des cow-boys, et le pistolet, c'est l'arme des policiers actuellement, c'est-à-dire c'est une arme avec un chargeur qu'on rentre par-dessous la crosse. Elle a utilisé a priori un revolver et elle désigne un pistolet. Et elle désignera un pistolet au niveau de l'instruction. Oui. Bon, c'est troublant ça. Oui, ça l'est, d'autant plus qu'on n'a pas retrouvé le 357 Magnum et on n'a pas retrouvé non plus le Beretta. Donc l'arme, comme elle le dit, a été détruite. C'était à coup de masse. Et effectivement, on verra sur la masse qu'il y a eu des résidus de poudre. Donc manifestement, c'est bien cette masse qui a détruit l'arme. Mais l'arme, ensuite, les morceaux de cette arme ont été mis dans des poubelles. Et donc, on n'a vraiment aucun élément là-dessus. Bon, de toute façon, elle ne sait pas tenir une arme. Ça, c'est flagrant à la reconstitution. C'est-à-dire que ça l'embarrasse, elle ne sait pas par quel bout la prendre. Tout à fait. C'est vrai qu'au cours de la reconstitution, elle était très embarrassée dans la tenue de l'arme. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Mais elle dira que quand elle a pris l'arme chez elle, son mari lui avait déjà dit « tu n'as qu'à prendre ça, et puis tu tires. Elle est chargée, tu tires ». Elle disait ça parce que quand elle était toute seule, il y avait des cambrioleurs, etc. Elle aurait pu avoir l'utilisation de cette arme. Donc elle dit, moi je prends cette arme et voilà. Encore plus troublant, dans cette voiture, il n'y a pas de trace du passage de la balle. Un 357 Magnum, c'est un revolver extrêmement puissant. Quand on tire, la balle traverse forcément la tête de la victime et va se ficher quelque part. Ou elle fait un trou dans le carreau de la voiture. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trace de balle, il n'y a rien. Ça, c'est troublant. Alors, on en vient à penser qu'il n'y a pas eu de crime dans cette voiture. Oui, on peut, mais on peut très bien aussi imaginer que l'arme, qui n'est pas un 357 Magnum, est peut-être un Beretta et ne fait pas l'impact que peut avoir un 357 Magnum. La balle reste dans la tête. Voilà. Et en plus, si vous voulez, même avec un 357 Magnum, si la balle n'est pas la balle habituelle, on sait que par exemple Raphaël Lemorot préparait ses propres balles. Oui. Et ça a été le raisonnement de l'avocat général en disant mais c'est quand même un 357 Magnum, mais peut-être pas avec la balle d'un 357 Magnum habituel. Donc elle peut être restée dans le cadavre. Il n'y a pas non plus de traces de sang. Si je vous tire une balle dans la tête avec un 357 Magnum, je vous promets que le mur d'Europe 1 va ressembler à celui d'RTL. Il sera rouge. Oui, mais encore une fois, Simone dira qu'elle a nettoyé le véhicule quand elle est arrivée à Folklin. Avec de mouchoirs, de Kleenex. Avec de l'eau de Javel, elle va le dire. Quand elle est arrivée à Folklin, elle a nettoyé le véhicule, elle a enlevé la moquette, une partie de la moquette, parce que le chat aurait fait ses besoins sur cette moquette dans la voiture, et elle a ensuite enlevé un siège. Voilà.
C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle prétend, mais c'est vrai que ça peut être troublant, surtout s'il y a eu un impact qui a entraîné, évidemment, le sang qui pouvait gicler. Là, elle dit qu'il n'y a pas eu de sang qui a giclé. Voilà, ça peut être effectivement une question qui peut être posée. Au fond, tout ce qui se dégage de tout ça, c'est qu'on finit avec le doute suivant. Peut-être que Simone n'a pas tué elle-même Raphaël, peut-être qu'elle couvre sa fille qui aurait tué son père. Peu importe, la vérité judiciaire est établie, c'est la mère qui a tué. Mais enfin, quand même, quand la fille, se retournant vers sa grande sœur qui vient de dire qu'elle n'a pas été violée, donc qui se désolidarise de la fratrie au procès, dit « On aurait dû t'inviter au barbecue de ton père. On aurait dû t'inviter au barbecue de ton père. » On a le sentiment qu'elle se dévoile un peu. C'est l'effet que ça fait, j'imagine, à la cour d'assises. Oui, mais ça s'est passé d'une manière assez spectaculaire lorsqu'elle a dit cette phrase. Le verdict venait d'être rendu. Tout le monde venait vers le box de l'accusé, et les enfants, évidemment, bien sûr. Et comme il y avait eu cette, comment dirais-je, ce côté un peu déviant de Valérie, à partir de ce moment-là, c'est vrai que on l'a mise à part. Samantha l'a mise à part et lui a fait cette réflexion. Je me souviens, c'était devant moi, ça a été dit alors que les débats étaient terminés, alors que le verdict venait d'être prononcé. Et évidemment, c'est une phrase qui a été répétée ensuite, bien sûr, devant la cour d'assises de Nancy, où là, évidemment, la partie civile a fait des choix de cette réflexion qui avait été faite. En tout cas, il y a là une formidable histoire criminelle, maître. Vous avez eu un très beau dossier en main, parce que les grands dossiers, ce sont ceux qui se terminent par un doute. Si on a une certitude absolue, alors la chose criminelle est moins intéressante. Elle est intéressante si jusqu'au bout on a un doute, mais néanmoins, ce qu'il y a de passionnant, c'est qu'il sort une vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des jurés qui se réunissent, et puis ils rendent une vérité. Et la vérité, c'est que c'est votre cliente, Simone, qui a tué Raphaël. Ça a été son choix et sa décision. Merci infiniment, maître Rondu du barreau de Metz, de vous être déplacé à Paris aujourd'hui pour remonter le fil de cette histoire passionnante. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.